Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours en direct. Je suis très heureux d'être avec vous, évidemment. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on part sur Mars. Façon de parler, on va partir à la rencontre d'Elon Musk. Qui est-il, à quoi rêve-t-il? Son portrait, son histoire, dans un livre très documenté. Elon Musk, l'homme qui invente notre futur à l'archipel. Et son auteur, Luc Marie, est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, la prime PEPA, non, ce n'est pas un dessin animé, c'est bien du droit. Qu'est-ce que c'est? On en parlera avec une avocate dans quelques instants. La pause café, Fanny Griesmer se demande quels sont les meilleurs jours pour travailler. Évidemment, on parlera du travail hybridé, écho au débat que nous aurons dans le cercle RH sur la place du télétravail. Est-ce que le télétravail a réussi réellement à prendre sa place dans notre société? Le sujet est au cœur de l'actualité parce qu'il y a un projet de loi en préparation concernant l'isolement notamment des salariés en cas de crise Covid. Et puis tout le débat qui s'ensuit sur, évidemment, peut-on se séparer d'un collaborateur s'il ne souhaite pas se faire vacciner? On en parlera avec le vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH, et une avocate en droit du travail. Et puis pour terminer, dans Fenêtre sur l'emploi, nous parlerons avec Julien Morisson d'un mot très à la mode, trop à la mode peut-être, la bienveillance, concept bullshit ou pas? On fera le point avec Julien Morisson à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job, et on part à la rencontre d'Elon Musk. Bien dans son job, on va aujourd'hui faire un focus sur un personnage mondialement connu, Elon Musk, l'homme qui invente notre futur. C'est le titre d'un livre écrit par Luc Marie. Il est notre invité aujourd'hui dans Bien dans son job. Bonjour. Bonjour Luc. Livre passionnant, Le sorcier de la Silicon Valley. Vous êtes historien, faut-il le préciser. Oui. Vous n'êtes pas astronaute. Vous vous passionnez pour l'Antiquité, puis finalement pour le modernisme absolu. Et l'histoire des sciences aussi, en général. Oui. Puisque notre émission est très focus sur l'emploi et les RH, on va parler de ce personnage qui démarre avec son frère, qui bidouille et qui évidemment va devenir celui qui crée PayPal, qui va ensuite... parti de rien. Parti de rien qui réussit, c'est le mythe américain, mais quand il crée SpaceX et qu'il invente le concept très technologique et très mécanique finalement, j'ai lu qu'il avait vraiment une vision très intégrée du monde du travail, de l'ouvrier au soudeur, il les recrute. C'est quoi l'esprit? Alors l'esprit, c'est l'esprit de camaraderie, l'esprit pionnier qui va de pair avec l'esprit de camaraderie, c'est-à-dire que tout le monde côtoie tout le monde, dans le même espace, dans le même temps. Les techniciens, l'école bleue et l'école blanc travaillent ensemble. La main dans la main. Main dans la main, il n'y a pas de mur qui sépare. Il n'y a que des cloisons transparentes et tout est construit sur place aussi, de carénage, des panneaux solaires, aux turbopompes, aux tuyères. Tout est absolument construit sur place. Il ne fait pas appel à des sous-traitants. Donc c'est... À des entreprises laitières. Laitières. Pour les cuves en métal. Pour les transformer en réservoir d'ergols et d'oxygène liquide. Il est incroyable. Donc d'ailleurs, Elon Musk, pour ça, c'est un véritable innovateur, non pas un créateur, il n'a jamais créé véritablement de concept nouveau, mais c'est un innovateur qui a le sens du futur et qui sait, avant les autres, comment va se dessiner l'avenir. D'ailleurs, je me permets de revenir au début de votre livre, parce que les débuts de la vie de ces hommes multimilliardaires et milliardaires sont passionnants. Il a son frère, on en parle peu, mais il est très présent dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a l'intuition quand il n'a pas d'argent, il arrive d'Afrique du Sud. Il arrive sans argent, il arrive au Canada, il fait des petits jobs, bûcheron, agriculteur, il est même nettoyeur dans une scierie pendant quelques jours. Et tout va commencer seulement en 1995 avec la création de Zip2, le premier annuaire téléphonique. Mais c'est pas simple au départ, vous le racontez, ils font porte-à-porte vers les entreprises qui leur disent « mais qu'est-ce que vous nous racontez avec Internet ?» parce qu'à l'époque, Internet, personne n'envoyait... 95 là On est en 95. C'était hier. C'est hier. C'est la préhistoire. Et d'ailleurs, pour Elon Musk, nous vivons toujours dans une préhistoire. Préhistoire de la conquête de l'espace, préhistoire d'Internet. Le futur est encore devant nous. Et l'année dernière s'est produit un événement significatif. Le 30 mai 2020, pour la première fois, une société spatiale privée, SpaceX, qu'il a créée en 2002, a lancé des hommes vers la station orbitale.
c'est un événement, et pourtant c'est pas une marche sur la Lune, c'est pas une marche sur Mars. Mais il y avait 500 000 personnes pour assister à cet événement exceptionnel, et même Trump s'était déplacé, parce que pour la première fois, c'est pas un État, mais un homme qui relève le défi spatial. D'ailleurs, c'est un débat qui est contenu dans votre livre. C'est vrai que les défis spatiaux, ce sont des grands pays puissants, la Russie bien sûr, l'URSS, les États-Unis, et l'un de ses ingénieurs, Muller. D'ailleurs, vous l'avez rencontré, Musk, parce que ce livre est tellement documenté qu'on a l'impression que vous l'avez suivi pendant 6 mois. C'est presque, oui. À la trace. Il est vrai que j'ai l'impression de le connaître maintenant, mais je ne l'ai pas rencontré pour cause de Covid. Et oui, je suis une victime aussi. Collatérale du Covid. Collatérale du Covid. Et lui aussi, d'ailleurs. Je devais le rencontrer, et donc mes renseignements proviennent de ses collaborateurs, surtout. Et aussi des gens de l'ESA, de SpaceX et également du JPL de Pasadena. Voilà. Comment vous le définiriez, cet homme? Parce que vous dites qu'il a quand même créé un site intégré, il fait tout sur place, il est très méticuleux. Il est aussi très audacieux dans le début de sa vie, je trouve. Pour moi, culotté. Oui, il est culotté, il y a une part d'audace. Par exemple, il a rencontré le président de Mars Society, Robert Zubrin, sans y être invité. Il a fait un chèque de $5 000 à une grande soirée où tout Hollywood était invité, à raison de $500 à la place. Et lui, il a demandé à rencontrer directement Zubrin. Qui accepte finalement Qui accepte de le rencontrer, et le courant passe tout de suite. Alors, et c'est d'ailleurs de cette rencontre que naît son idée de transporter des hommes vers Mars. Alors il y a une bataille, on peut faire une parenthèse d'actualité, parce que Branson, qui lui aussi marche un peu sur les traces de Musk, a lancé sa navette qui est partie avant lui, puis on a Bezos, Amazon, qui lui aussi... Il y a un peu une bataille de milliardaires. Juste vous qui observez à la fois l'histoire ancienne, puis l'histoire très récente, ces hommes-là, c'est ce que dit l'astronaute, l'astronaute russe, sur la phrase du berceau, que je trouve géniale. La Terre est le berceau de l'humanité. Nous ne pouvons pas vivre éternellement dans un berceau. C'est ça. Voilà. Parce que pour Musk, moins pour Bezos. Alors Bezos et Branson, ce sont des sous-Musk. D'ailleurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'espace suborbital à 100 km. C'est ça. Ils veulent voir la Terre de très loin. Voilà. C'est le tourisme. Musk, lui, voit plus loin. Il a une dimension en plus. Déjà, il vise l'ISS qui est à 400 km, donc c'est 3 étages au-dessus. Et puis ses ambitions, c'est de coloniser Mars, de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Car pour Musk, alors c'est quelqu'un qui est résolument tourné vers l'avenir. Si l'humanité ne quitte pas son berceau, comme le dit ce Russe, eh bien, elle est condamnée à mourir. Elle est condamnée à mourir. Donc, pour sauver le monde, il faut élargir le monde. Il faut habiter d'autres mondes et les terraformer s'il le faut. SpaceX, évidemment, c'est cette conquête spatiale du 21e siècle, c'est-à-dire c'est Mars, c'est plus la Lune. Il y a la Tesla, évidemment, qui sont des voitures qu'on croise sur la route. Il a inventé ce modèle de la voiture électrique. Alors, est-ce qu'il est challengé par l'hydrogène? Parce qu'il y a un vrai débat de technologie. Et puis, il y a l'hyperloop. Ce qui est incroyable, même Villani, qui est notre député, qui est un grand mathématicien, dit, mais moi je trouve que c'est incroyable, à l'OPEX, dans le rapport de l'OPEX, qu'est-ce que vous citez? Vous dites, il le dit, lui, c'est un transport rapide sous vide, en fait, c'est ça? Sous vide. Oui, sous vide, un tube sous vide. Incroyable. Il serait propulsé par des électroaimants. La première étape doit être... le premier hyperloop doit être lancé en 2028, si tout se passe bien. À mon avis, il y aura du retard, comme pour tout, en Inde. Voilà. En Inde, mais si l'hyperloop marche, c'est la mort assurée aussi de l'avion et du train sur rail à long terme. Un projet Limougeot, parce que, excusez-moi, il faut en parler un tout petit peu. Il y a Limoges qui devait installer, pas loin de Limoges, un hyperloop. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid. La région a investi. Il y a cette idée quand même de travailler sur un train hyper rapide, celui de Musk qui va à 1200 km/h. Plus rapide qu'un avion de ligne. Et moins cher, c'est ce que vous dites. Et moins cher et moins polluant. Mais il faut construire toutes les infrastructures, c'est pas rien, c'est quand même là c'est un autre défi. Et là, l'hyperloop comme Tesla, ça rentre dans le cadre d'un autre projet, parce que Musk donc est tourné vers Mars, mais la Terre l'intéresse également, même s'il trouve que la Terre est trop petite pour les terriens. Et l'intelligence artificielle d'ailleurs. Et l'intelligence artificielle, mais sa grande idée aussi pour l'avenir, c'est de réconcilier le progrès technologique avec le respect de l'environnement. C'est ça. Et pour lui, l'hyperloop sauve la planète. Et la voiture électrique, évidemment, sont moins polluantes que la voiture thermique ou l'avion. Voilà. Il faut lire ce livre parce que c'est un approfondissement d'un personnage qu'on croit connaître. Il est très médiatique, et même dans les pages People, puisqu'on fait dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, tout ça est très chaotique pour le moins. Très chaotique, 4 femmes, 7 enfants. 7 garçons, hein.
7 garçons, dont des triplés et des jumeaux avec la même femme. À la même femme, puis là, il a de nouveau retrouvé une compagne pour faire un petit carnet rose. Sa vie est assez étrange. En revanche, il évoque dans l'intelligence artificielle un double débat. À la fois, au départ, il la craint. Oui. Et en même temps, il veut la dompter puisqu'il veut nous mettre une puce électronique, si j'ai bien compris, dans le cerveau qui pourrait être reliée à un ordinateur. Oui, pour améliorer les performances intellectuelles et aussi combattre Alzheimer et les maladies neurologiques. Mais il a le temps de dormir, Elon Musk, vous qui le suivez à travers ses collaborateurs. Comment il fait là ? Il a un fer au feu. Alors, aujourd'hui, il dort un peu plus qu'hier. Parce que, hier, il dormait peu. Hein. Lorsqu'il avait 30 ans, c'était 20 heures de travail par jour, 100 heures de travail par semaine. Mais c'est quelqu'un qui ne renonce jamais. Hein. Par exemple, l'histoire de Falcon 1. Ça démarre très mal. Ça démarre très mal. Il est obligé d'aller dans le Pacifique, sur une petite île où il n'y a rien. Il est obligé de tout construire. Et sur une petite île des îles Mariannes, là, proche de l'équateur, parce que la gravité est plus faible. Et il a connu échec sur échec. Mais ils n'ont jamais démissionné. Pour des raisons techniques, d'ailleurs, souvent de la mécanique, le carburateur. Un défaut de réservoir. Et finalement, il a réussi son objectif. Il a réussi à aller. Voilà. À chaque fois, autant pour un Falcon 1 que Falcon 9, que le Starship. En un mot, avant de nous quitter, et je ne veux pas spoiler votre livre, mais c'est quoi ? C'est un transhumaniste ? C'est un homme qui pense déjà au 22e siècle ? Comment on le place, Elon Musk ? Parce que c'est vrai que quand on le voit, il fait jeune étudiant d'école d'ingénieur, on a du mal à le caser. Je disais qu'il a le sens du futur. Enfin, pour moi, c'est un Walt Disney croisé avec Von Braun. Une espèce de Walt Disney de l'espace. C'est ça, ouais. Et c'est aussi l'héritier direct de Von Braun, vous savez, l'ancien nazi, mais lui, il n'est pas un ancien nazi, ni un futur d'ailleurs, qui a transporté les Américains sur la Lune en 69. Exactement. Donc, pour moi, pour finir, en fait, je dirais que le 21e siècle, c'est vraisemblablement le siècle d'Elon Musk. De Musk. Comme le 20e siècle a été celui d'Einstein et de Von Braun. Le sorcier de la Silicon Valley, ça c'est le sous-titre, Elon Musk, l'homme qui invente notre futur. Édition L'Archipel, on avait son auteur Luc Marie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Découvrez ce livre, vous apprendrez plein de choses sur l'homme et sur sa vision finalement de ce qu'il imagine être la vie demain, dans 50 ans peut-être. Dans 50 ans. C'est ça, globalement, c'est 50 ans. Oui, 50 ans, mais il voit aussi dans 1000 ans. Dans 1000 ans, bon. Mais dans 1000 ans, pour la colonisation du système solaire, si tant est qu'elle... C'est ça, parce qu'il parle aussi du Soleil, on n'a pas eu le temps, mais il y a toute une vision autour de Saturne. De tout. Voilà, c'est un homme qui vit dans l'espace. Merci Luc Marie de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, on va revenir vraiment sur le droit, rien que le droit, le code du travail. Ah oui, il est contraignant parfois. La prime PEPA ou la prime Macron. Qu'est-ce que c'est que cette prime ? On en parle avec une spécialiste. Smart et réglo, on redescend sur Terre, oui, on va revenir sur Terre, on quitte Mars, on quitte l'hyperloop et on revient au code du travail, le droit, la prime PEPA ou la prime Macron. Sonia Yangui, merci d'être avec nous. Merci. Plaisir de vous accueillir, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Je faisais un petit jeu de mots sur PEPA, parce que quand on a des enfants, évidemment, on pense à ce dessin animé américain. Pour être un tout petit peu plus sérieux, quand a-t-elle été créée, cette prime Macron, pour la resituer ? Oui, c'était avec la crise des Gilets jaunes, déjà. Donc, c'est vrai qu'on l'appelle la prime Macron, mais elle sort effectivement des différentes manifestations liées aux Gilets jaunes. Et l'idée, c'était d'accroître le pouvoir d'achat des Français. Voilà. Elle a marché, cette prime, elle a fonctionné ? Oui, elle a très très bien fonctionné. Les gens ne la connaissaient pas au départ, vous vous souvenez ? Oui, au départ, c'est vrai que ça n'avait pas démarré tout de suite, mais les entrepreneurs l'ont rapidement mise en application parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Elle est exonérée socialement et fiscalement, donc c'est très intéressant pour les entreprises. Alors, commençons par les conditions pour en bénéficier, puis on va essayer de savoir évidemment si elle est prolongée, parce qu'il y a tout un débat évidemment sur nos déficits publics et sur le coût que ça représente. Comment on en bénéficie de cette prime ? Alors déjà, il y a des conditions liées à l'employeur. C'est-à-dire que déjà, les employeurs de droit privé, bien évidemment, ils peuvent la mettre en place. Les employeurs de droit public, donc les établissements publics, industriels et commerciaux, les EPA, établissements publics administratifs, ils vont pouvoir le mettre en place, mais uniquement pour les salariés de droit privé qu'ils embauchent, pas pour les fonctionnaires. D'accord. Ça s'applique aussi... contractuels. Voilà. Ça s'applique aussi à contractuels, mais de droit privé. Privé. Voilà. Ensuite, ça s'applique aussi aux associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, et aussi les ESAT, établissements services d'aide par le travail. Voilà, pour cela, ça s'applique pour ce type d'employeur. Ensuite, ça marche ? Côté salarié. Côté salarié, tout salarié est éligible à la prime, mais il y a deux conditions. Il faut avoir une rémunération inférieure à 3 SMIC
SMIC, ce qui fait à peu près 4 663 €. Brut. Oui, et il faut être titulaire, être lié par un contrat de travail à l'entreprise au moment du versement de la prime ou de la signature de la DUE ou de du dépôt de l'accord collectif. D'accord. Voilà. Après, il y a des conditions liées à, par exemple, on peut moduler le montant de la prime, etc. Elle est de combien cette prime? Comment elle marche? Alors, elle est plafonnée par rapport aux exonérations. Donc, ce qui veut dire que si on peut verser une prime de 4 000 €, si on veut, mais elle sera exonérée dans la limite d'un plafond de 1 000 € et elle sera... ce plafond sera porté à 2 000 € dans certains cas de figure. Le premier cas qui a été ajouté par rapport à l'année dernière, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est important. Donc ça, c'est très intéressant pour les petites entreprises. Deuxième cas, accord d'intéressement. Toute entreprise qui aura un accord d'intéressement ou qui mettra en place un accord d'intéressement pourra bénéficier de ce plafond de 2 000 €. Sonia, il faut quand même préciser que pour l'entreprise, vous l'avez bien dit, c'est exonéré de cotisations. Cotisations sociales et fiscalement. Donc ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Oui. Voilà, elle donne aux salariés, elle partage le fruit de sa richesse sans avoir à régler la CSG, CRDS notamment. Toutes les cotisations, sécurité sociale, et Sécu. Et tout à fait. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et dernier cas où le plafond peut être porté à 2 000 €, eh bien c'est cette grande nouveauté, la valorisation des travailleurs de deuxième ligne. Donc on va certainement y revenir, mais en tout cas l'idée c'est de négocier un accord ou d'engager des négociations liées à la valorisation de ce type de travailleurs. Alors les fameux travailleurs de deuxième ligne, on a bien parlé des premières lignes, qui avaient fait beaucoup de bruit, on les a identifiés, d'ailleurs même en tapant dans nos mains. Oui. Mais la deuxième ligne c'est quoi? Ça a été bien défini? Alors, là le texte nous dit que complexe, ça concerne les salariés qui travaillent dans des activités de commerce et de services qui ont été en contact direct, exposés, si vous voulez, au virus. Donc le retail, le commerce... Voilà, par exemple, on pense aux hôtes et hôtesses de caisse, on pense aux agents de propreté, etc. Donc pour l'instant, on n'a qu'une définition comme ça, qui nous dit vraiment les salariés exposés qui ont travaillé majoritairement, voire uniquement sur site en 2020 et 2021. Et en général, pour toutes les anciennes primes PEPA que nous avons eues, nous avons une circulaire, une instruction ministérielle qui est sortie. Donc, qui précise un petit peu les choses. Donc on espère qu'on aura un peu plus d'éléments effectivement par rapport à ces travailleurs de deuxième ligne qu'il va falloir valoriser et identifier. Pour qu'on soit précis, là aujourd'hui ces entreprises, ceux qui veulent bénéficier de cette prime et qui sont en deuxième ligne, peuvent, ou ils n'avaient pas encore assez d'éléments juridiques pour permettre à l'entreprise de le faire? On en est où là? Alors là aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a eu un communiqué de presse qui date du 28 avril 2021 où on a dit prime Macron, c'est reconduit, etc. D'accord, ça c'est un communiqué de presse. Ça, c'est pas un document juridique. Exactement. C'est passé. Alors, on a eu le projet déposé le 2 juin, définitivement adopté le 12 juillet. Maintenant, on attend juste la publication au JO. Mais néanmoins, et puis surtout cette instruction ministérielle. Parce qu'une fois que ça sera passé, ça sera bon. Mais normalement, c'est définitivement adopté le 12 juillet, donc le texte ne devrait plus changer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette prime peut être versée du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. D'accord. Alors, bien évidemment, on a eu des entreprises qui nous ont contactés en nous disant comment on fait? Le texte n'est pas paru. Est-ce qu'on peut quand même verser cette prime dès le 1er juin? Bon. Nous, bien évidemment, c'était prudence avant tout, mais comme les avocats. Les avocats sont toujours très prudents. Très prudents, mais finalement, le texte est bien sorti conforme à ce qu'avait dit le gouvernement lors de ce communiqué de presse. Donc, les exonérations seront bien appliquées, malgré tout, même si le texte n'est pas sorti, que les entreprises ont bien versé dès le 1er juin. Pour qu'on soit clair, avant de nous quitter, Sonia Yangui, les entreprises sont libres ou pas de mettre en place cette prime Macron? Je repose cette question parce que est-ce que les partenaires sociaux ou le délégué du personnel peut inciter l'entreprise en disant vous n'avez pas mis en place cette prime Macron, nous la souhaiterions? Et comment ça marche ça? Alors concrètement, ça reste effectivement facultatif. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui décide de mettre en place. Alors bien évidemment, les représentants du personnel ont un rôle là-dedans puisqu'ils peuvent effectivement inciter les entrepreneurs à la mettre en place. Mais c'est bien l'employeur et ça passe par deux choses. Soit un accord collectif, donc forcément négocié avec les partenaires sociaux, soit une décision unilatérale après information
du CSE, Comité social et économique, mais pas une consultation, juste une information. Donc c'est bien l'employeur qui fixera donc le montant de sa prime. Qui fixera le montant, les règles, etc. Même si on est dans un dialogue social quand même dans les entreprises. En général, le salarié mais ça reste une prérogative. Refuse pas une prime en général. Enfin, j'ai rarement vu ça. Il fixe aussi le montant de la prime. On est d'accord. Tout à fait. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'à 1 000 euros. Hein. C'est pas parce qu'il y a une exonération à 1 000 euros qu'il va fixer forcément 1 000 euros. Et on le redit, un plafond à 4 000. Alors 1 000 ou 2 000. Le plafond d'exonération est à 1 000 ou 2 000. Mais il peut donner plus. S'il donne plus, il paye des cotisations. Il sera soumis à cotisation pour le surplus. Donc ça va au maximum 2 000 euros. 2 000 euros. Il échappe aux cotisations. Exactement. Merci Sonia Yangui. J'ai tout compris à cette prime PEPA avec l'incertitude sur les deuxièmes lignes. Donc vous attendez des informations un peu plus précises. On espère un peu plus précises. Enfin, le gouvernement est déjà aussi sur le projet de loi dont on va parler juste après la pause café de Fanny Griesmer, parce que dans le cercle RH, on va essayer de se pencher sur ce texte dont on ne sait pas grand-chose encore, mais qui va évidemment provoquer quelques modifications. Tout de suite, c'est la pause café. Vous le savez, Sonia, vous connaissez notre émission. Fanny Griesmer, nous parle du meilleur jour pour télétravailler, qui implique évidemment l'idée qu'on est en train d'hybrider le travail entre du présentiel et du télétravail. Comment ça va marcher? Fanny Griesmer nous explique tout. Télétravail, hors note, télétravail. Telle est la question. Shakespeare n'avait pas imaginé encore cette problématique. Non. Ça se pose de moins en moins, je trouve, Fanny, cette question, finalement. Dans votre pause café aujourd'hui, c'est une question dont parlent vraiment les salariés à la pause café. C'est-à-dire, tu travailles quand? C'est quoi ton jour? C'est quand ton jour? C'est exactement cette question. Alors, c'est vrai que le travail hybride, c'est l'avenir, nous dit-on. Un peu à la maison en télétravail, un peu au bureau en présentiel, un double rythme qu'il va falloir gérer. Quand on y réfléchit, l'équation est pour le moins complexe, surtout si on cherche à la résoudre en parvenant à trouver cet équilibre parfait. Alors peut-on le trouver? Je ne sais pas. Mais cet équilibre qui nous permettra de concilier vie pro, vie perso, de travailler efficacement, sereinement, sans pour autant perdre le lien avec ses collègues, justement, pour discuter autour de la machine à café. Et si l'on vous donnait le choix, je me suis posé cette question, quel jour choisiriez-vous dans la semaine pour télétravailler? C'est une question importante. Globalement, Fanny, quand même, il faut le dire, les salariés disent globalement oui au télétravail. On sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Maintenant qu'on a un petit peu goûté au télétravail, forcément, on n'est pas prêt à y renoncer. Le télétravail s'est imposé dans nos vies globalement depuis mars 2019, même si certains télétravaillaient occasionnellement auparavant. Entreprises comme salariés ne se posent plus la question s'il faut télétravailler ou non, mais plutôt quand et comment. Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour l'agence de communication Epoca, dévoilé le 25 juin dernier. Qui est venu sur le plateau d'ailleurs. Exactement. La dose idéale de télétravail est de 2,7 jours en moyenne pour les salariés. Alors il s'agit bien sûr d'une moyenne. Ça se joue donc sur 2 ou 3 jours. Ça fait quand même pas mal de mois qu'on parlait de ces 2-3 jours. La fameuse hybridation, on en parle depuis presque 6 mois maintenant. Même un peu plus. J'ai l'impression que ça fait un an qu'on parle de ces 2-3 jours en télétravail. Et d'ailleurs, la NDRH qui sera avec nous avait évoqué cette question dans une étude à peu près similaire. Est-ce qu'on peut choisir sur le plan juridique, j'imagine Fanny, ces jours télétravaillés? C'est compliqué ça? C'est compliqué. Alors il faut savoir déjà que depuis le 9 juin dernier, le télétravail n'est plus obligatoire. Les salariés qui ne veulent pas retourner au bureau à plein temps doivent négocier avec leur employeur. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et là, c'est important. L'employeur est libre de consulter, bien sûr, mais surtout d'imposer les jours de télétravail en fonction du rythme de travail propre à l'entreprise, à l'organisation, mais aussi et surtout en fonction des besoins du poste. En somme, vous n'aurez en principe pas le choix. Le télétravail n'apparaît pas dans le Code du travail. Et par ailleurs, le gouvernement n'a pas pris de loi ou d'arrêté pour fixer le nombre de jours télétravaillables. Une autre source d'incertitude, c'est les accords qui sont pris actuellement ne seront pas forcément pérennes une fois la crise sanitaire passée. L'accord porte sur une période transitoire, le temps de sortir de la crise. Donc tous ces accords ne sont pas voués à perdurer, en tout cas dans certaines entreprises. C'est ça, il y a des accords sur 18 mois et évidemment à la revoyure en fonction. C'est ça, donc pour tous ceux qui ont déménagé. Là, ça va être plus compliqué, ils vont devoir reprendre le train s'ils ont une ligne de train. Et le télétravail à la carte, tiens, ce serait intéressant? Ce serait intéressant, mais ça nous renverrait à un choix plutôt cornélien. Alors 2-3 jours sur 5, oui. Mais quel jour? Oui. Et si vous aviez le choix? Donc,
voilà, l'idée c'est quand même de faire un choix judicieux, donc j'ai pesé le pour et le contre pour chacun des jours. On va prendre tous les jours de la semaine, ils seront faciles. Non, mais les plus simples, c'est vrai que c'est lundi, vendredi. Ça semble être le choix évident. Le début, la fin, quoi. Effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas en tête d'opter pour un lundi, un vendredi. L'occasion idéale de prolonger l'air de rien le week-end. Puis de temps en temps. On travaille en télétravail. De télétravailler depuis sa maison de campagne. Vous voyez ? Enfin voilà, on peut peut-être réduire un petit peu ses heures de travail. Ou de très très loin, en tout cas très loin de son open space. C'est vrai que ça semble assez intéressant. En plus, si l'on choisissait le lundi, ce serait aussi, quand on y pense, le remède contre le blues du dimanche soir. C'est vrai que lorsque l'on sait que on va pouvoir programmer un petit peu plus tard son réveil, peut-être passer la journée en pyjama à travailler de chez soi, la fin du week-end apparaît déjà un petit peu plus douce, sauf que il y a le blues du lundi soir, non ? Il y a le blues du lundi soir, effectivement, pour reporter sur le lendemain. Mais le lundi, c'est souvent la journée dans les entreprises où les équipes se réunissent pour définir les priorités de la semaine. Et le vendredi, c'est celle où on débriefe, mais pas seulement, c'est souvent le moment propice à ces petits échanges informels autour de la machine à café. C'est là où vous prolongez également la pause déjeuner. Bref, c'est des petits moments assez conviviaux où l'on ralentit et ça fait du bien. Ça serait, je trouve, en tout cas, dommage de s'en priver. Alors, le mercredi, on parlait de Peppa Pig tout à l'heure en faisant de l'humour. Le mercredi, c'est la journée des enfants. À condition de pouvoir travailler tout en regardant Peppa Pig d'un œil. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est stratégique. Alors, c'est vrai que, parents ou pas, globalement, le mercredi, ça coupe la semaine en deux parties égales. Donc, ça permet de reprendre un petit peu son souffle en cours de semaine. Jour idéal aussi pour ceux qui aiment l'ordre et la symétrie comme moi. Mais le mercredi, c'est aussi et surtout le jour des enfants. Donc, on comprendra pourquoi les salariés parents porteront naturellement l'heure dévolue sur ce jour où leur progéniture n'est pas sur les bancs de l'école. Alors, c'est vrai que télétravailler le mercredi... le matin, si je peux me permettre. Il y a école le matin. Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Ouais, à Paris, c'est le matin. Bon, voilà. Moi, je n'allais pas à l'école le mercredi, en tout cas. En tout cas, ça vous permettra éventuellement d'économiser la nounou sur la journée du mercredi. Voir un petit peu plus et profiter de passer un peu plus de temps avec vos enfants. Mais soyons honnêtes, ceux qui auront mal vécu cette période de télétravail option école à la maison ne choisiront peut-être pas l'option du mercredi. Difficile effectivement de combiner visio, puzzle, goûter et Peppa Pig. Et puis le mercredi, ça reste la journée taxi par excellence. Vous avez le judo, la gym, le cours de piano. Vous faites des allers-retours. Ça peut s'apparenter à un véritable marathon. Mardi, jeudi, quelle idée ? Comment on fait ? Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que vous serez le seul à faire ce choix déjà. Ça permet de vous distinguer. Et puis, j'ai cherché l'intérêt quand même de choisir le mardi ou le jeudi. Figurez-vous qu'il y en a un. Ça concerne les Franciliens. Mardi et jeudi, ce sont les jours les plus chargés sur les routes en Ile-de-France. Donc, c'est là où vous rencontrez des bouchons. Et puis, c'est aussi dans une moindre mesure, plus chargé dans les transports en commun. Donc, si vous voulez éviter les encombrements, la promiscuité, le stress et la fatigue des transports, ce choix peut s'avérer plus intéressant qu'il n'y paraît. Bon, finalement, chaque jour a ses avantages, ses inconvénients. Oui. Bon, retenez une chose, c'est votre employeur qui aura le dernier mot. Donc, de toute façon, a priori, vous ne pourrez pas choisir. En tout cas, moi, je souhaite bon courage à l'employeur parce qu'il faudra trouver la bonne formule, celle qui convient à l'organisation. Et puis aussi, essayer de composer avec les impératifs et surtout les désirs et dérata de chacun. Et ça risque de ne pas être simple. Mais on va en parler d'ailleurs dans le cercle RH parce que cette chronique pause café, parce que vous en parlez à la pause café, le sujet dont on va parler aujourd'hui, vous en parlez depuis ce matin. Qu'est-ce que je risque si je ne vais pas me faire vacciner ? Est-ce que le télétravail va s'imposer si je suis confiné pendant 10 jours ? Est-ce qu'un licenciement peut évidemment tomber sur ma tête ? C'est des questions qui sont à la fois concrètes et en examen aujourd'hui, évidemment au ministère de l'économie et chez les députés à l'Assemblée. On va accueillir deux experts du sujet. On fait une courte pause et on vient se pencher évidemment sur l'avenir des 6 mois sur le code du travail. C'est un sujet sensible. C'est le cercle RH.
Le cercle RH avec deux invités pour parler. Alors aujourd'hui, c'était le thème du télétravail. On va bien sûr en parler parce que est-ce qu'il a vraiment trouvé sa place dans nos organisations? On venait d'en parler avec Fanny Griesmer et puis l'actualité nous rattrape évidemment avec ce pass sanitaire, les annonces d'Emmanuel Macron, un projet de loi en préparation, le ministère de l'économie, le ministère du travail qui planche pour savoir si lorsqu'on ne sera pas vacciné, il sera possible de mettre à pied un salarié puis de le licencier. Bref, on accélère la motivation des salariés à se faire vacciner. Ça, c'est un vrai sujet. Avec un autre débat induit, c'est si on m'oblige à licencier un salarié, dans la restauration par exemple, qui prendra en charge le coût de ce licenciement, parce que ce n'est pas la volonté de l'employeur, mais bien la volonté de l'État de le licencier. Il y a beaucoup de sujets sur la table, et ça ressemble un peu à un casse-tête d'ailleurs pour le gouvernement. Avec moi, Benoît Serre, que je retrouve avec grand plaisir. Ça faisait bien longtemps que vous n'étiez pas venu sur le plateau. Vice-président de l'Association nationale des DRH, 5000 membres, un peu plus de 10 millions de salariés. Exactement. Et on va entendre la position de la NDRH. Je précise que vous êtes DRH de L'Oréal France. Oui. Et c'est un vrai plaisir, parce que c'est une nouvelle fonction que vous occupez. Exactement. Peut-être viendrez-vous nous parler de la rentrée. Avec Oui, je vous lance déjà les invitations. Avec plaisir. Merci d'être avec nous en tout cas. Emmanuelle Barbara, merci de revenir sur le plateau. Avocate associée en droit du travail, cabinet Auguste de Bouzy. Vous étiez venu nous parler il y a quelques mois, non pas de ces questions d'ailleurs, mais du droit du travail. Commençons par regarder ce qui va se passer. Un projet de loi est en préparation. Le Conseil d'État va devoir examiner si tout ça est très clair. Regardez les hypothèses possibles. Avec une mise à pied de 2 mois, si le pass n'est pas conforme pour le salarié, ça s'est évoqué, avec un délai jusqu'au 31 août, puisqu'il avait été évoqué fin juillet, 31 août, pour être en règle en termes vaccinal. Et puis après 2 mois, si toujours pas de passe conforme, possibilité d'un licenciement. Je dis possibilité parce que le législateur n'a pas tranché. Je me tourne vers vous, l'avocate, parce qu'on va avoir la position de la NDRH et les entreprises qui doivent vous appeler. Que dit le droit sur cette question? On a le droit de se séparer ou de mettre à pied un salarié qui dit « Dans ma liberté de conscience, je ne souhaite pas être vacciné ». On a eu des manifestations dans plusieurs villes de France hier. Oui, j'entends bien que cette question est pour le moins éruptive. Cependant, si le droit vient intégrer dans son dispositif une obligation, j'allais dire réglementaire, enfin une obligation de cet ordre, qui existe pareillement pour, je rappelle, pour le dernier, comment dirais-je, vaccin en date qui concernait l'hépatite. On a eu cette introduction de l'hépatite à titre obligé. Je ne sais plus quel est le numéro de Kazakh, mais ce serait le 12e, il me semble, celui-là. Eh bien, si dès lors que cela rejoint, j'allais dire, une obligation légale de présenter, eh bien, si cette obligation légale n'est pas remplie par le salarié, il peut faire l'objet en effet d'une éviction, et ça a été déjà jugé au titre précisément du vaccin de l'hépatite B. Un personnel assujetti à cette obligation n'avait pas présenté ou ne voulait pas, etc. Donc le licenciement a été prononcé. Et il y a aussi toute une jurisprudence sur les permis de conduire. Je veux dire, les permis de conduire, c'est une obligation pour qui conduit dans son activité professionnelle. S'il n'a pas le permis de conduire, comment vous dire que ça pose un problème? Donc, c'est de cet ordre-là, en fait. Alors après, comme nous, on est à la phase d'avant, c'est-à-dire à l'introduction de cette nouvelle obligation dans notre dispositif légal, forcément, ça crée, à raison de ce sujet qui, hélas, anime notre vie depuis 18 mois, un certain nombre de questions. Mais fondamentalement, une fois qu'on y est, si on y est, on verra quelle est la loi. Eh bien, ça s'appliquera. Benoît Serre, là, à la fois le DRH, parce que je veux dire, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un gros service DRH chez L'Oréal, et puis vice-président de la NDRH. D'abord, côté NDRH, qu'est-ce qui remonte en ce moment des entreprises? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, mais alors il y a la partie juridique qu'Emmanuel vient de traiter. De toute façon, c'est pas nouveau. C'est pareil pour la visite médicale d'embauche. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est obligatoire. On s'y plie, quoi. Et que si celui qui veut pas, il en tire les conséquences. Donc le juridique, c'est pas tellement le sujet. On va avoir un projet de loi. Le sujet, c'est comment on va gérer ça. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas souhaité rendre la vaccination totalement obligatoire. C'est ça. Et par conséquent, se tourne vers les entreprises en disant « gérez-nous l'obligation », globalement. Ce qui était la pire des solutions. On est d'accord. Pour nous, sur un plan opérationnel, parce qu'effectivement, on peut dire juridiquement, celui qui ne veut pas, mise à pied, pas de salaire, puis licencié, tout ça. Oui, c'est juridique. Mais ça c'est juridique. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué à gérer quand même. Alors, nous, on est plutôt partisans d'introduire une logique de souplesse à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, c'est de dire, celui
qui sait qu'il doit présenter un pass sanitaire et qui ne le fait pas volontairement une fois, 2 fois, il ne peut pas rentrer dans l'entreprise ou dans la boutique ou dans le centre commercial, enfin différent, ou le restaurant. On lui prend des jours de congé en lui disant vous avez 24 heures pour aller au moins faire un test PCR, ouais, c'est ça. et déclencher vos opérations de vaccination. Parce que l'une des difficultés quand même de tout ça, C'est toutes les 48 c'est que la heures, vaccination, c'est, vous savez, entre le premier et le deuxième, c'est 21 jours, après c'est 15 jours. Enfin, Voilà. C'est pour donc, ça que c'est même bien celui qui voudrait, qui ferait preuve de très bonne volonté, il peut rien faire avant le 15 août. C'est ça. C'est pour ça qu'on a Donc repoussé. ça, c'est quand même un problème. Donc ça a été repoussé, mais du coup c'est un peu paradoxal avec l'urgence de la 4e vague qu'il faut arrêter. Donc bon, voilà. Peut-être, je sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est plutôt sur une logique de souplesse pour que les gens s'adaptent. Après, si vous tombez sur quelqu'un qui volontairement refuse Idéologiquement. c'est son problème, de se soumettre à une obligation légale, quels que soient les motifs pour lesquels, sauf si c'est des motifs médicaux qui rendent Oui, impossible la bien sûr. vaccination. Il y a un moment où c'est pas l'entreprise d'en tirer les conséquences. En revanche, c'est au salarié à tirer les conséquences du choix qu'il fait. Il est très respectable, mais nous, on est soumis à une obligation de sécurité, de responsabilité. Parce que faut pas perdre de vue que pendant ces 18 mois, on nous a quand même gentiment rappelé la responsabilité de l'employeur. Voilà. Bien sûr. Pénal. Bien sûr. Pénal. Je parle sous le contrôle Pénal, manuel, ouais. mais pénal. Protéger le Et donc, salarié. si demain j'ai un cluster qui se crée dans une entreprise parce qu'on a laissé rentrer des gens qui n'avaient pas le pass sanitaire et qui donc étaient contaminés, qui on va venir chercher? Pas le salarié. On va venir chercher l'entreprise. Donc, Ouais. En fauteuil. C'est Voilà. c'est un vrai très gros sujet. J'en soulève un deuxième à l'avocate que vous êtes et la spécialiste en droit du travail, qui peut choquer les employeurs, parce qu'on leur a demandé beaucoup de choses aux employeurs depuis 18 mois. Beaucoup de choses. Du gel hydroalcoolique, des sens de circulation, des responsables référents Covid dans l'entreprise. Bref, On a partout. beaucoup de choses. Policiers, pompiers, infirmières disent, là, à travers leurs syndicats, leurs représentants, il n'y a aucune obligation à être vacciné. Ça vous choque, l'avocate que vous êtes? Là, je parle de service public, de femmes et d'hommes qui viendront frapper à la porte des salariés pour voir s'ils sont bien en isolement pendant 10 jours. Personne qui frapperait, qui ne serait pas vacciné. Enfin, permettez-moi de vous dire que ça semble quand même un peu dingue. Enfin, je le dis en souriant, mais quand même. Oui, en effet, il y a lieu de le dire en souriant, si je puis dire, puisque c'est une sorte de contradiction ou de paradoxe ultime. On n'est pas, enfin, notre vie est pétrie de contradictions. S'il s'agit de mettre en œuvre des contrôles, ces contrôles étant à la main de ces corps-ci, s'ils ne sont pas tous encore ou en cours, enfin, ou invités quand même comme la population générale, je rappelle quand même que tout ça s'inscrit dans une sorte d'invitation, comment dirais-je, appuyée. Oui, avec on pousse un peu. Ouais, c'est ça. Appuyé Ouais. pour se vacciner. Donc Et forcément, ça a on va marché, trouver d'ailleurs, Et ça a marché. 1 million Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Je ne suis pas épidémiologiste, encore qu'après 18 mois, on peut se demander si chacun d'entre nous n'a non. pas acquis cette compétence. Mais enfin, toujours est-il que là, en l'espèce, voilà, on pourrait se trouver confronté à des paradoxes de cette nature. Mais à un moment donné, il faut avancer et le système de contrôle, puisque contrôle il y a, devra être effectué et dévolu Ouais. par des corps précis. Débat sur les contrôles, puisque les policiers ont déjà annoncé, mais ce n'est pas le sujet de notre émission, qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'on le il y a ferait une partie avec des les agents de la policiers, Sécu. Oui, mais c'est comme les restaurateurs. Vous disent, moi, Voilà. déjà, je prenais le numéro de portable. Bah ouais. Maintenant, C'est il faut que je vérifie le pass Mais ça ne sanitaire. marche pas. Bah, c'est un peu compliqué quand même, hein, donc, mais il faut bien le faire. Alors, il paraît qu'il y a une appli formidable qui permet de le vérifier en quelques secondes, etc. Bah, tout ça On doit être verra. équipé. Mais c'est toujours le même sujet. Et moi, je ne conteste pas le fond des décisions qui ont été prises par le président de la République, puis on verra ce que le Parlement fait. Mais après, la mise en œuvre opérationnelle, elle est un peu Mais compliquée. On va parler du télétravail parce que c'est aussi lié à la période de confinement de 10 jours où on pourra peut-être autoriser le salarié à être en télétravail. Il se confine mais il bosse. Ça, c'est Bah, une celui qui question. peut. Celui qui peut, Ah, bien bah, sûr. Celui qui est en télétravail, Ça ira. s'il ne peut pas rentrer dans l'entreprise parce qu'il n'a pas son pass sanitaire, à la limite, il reste en télétravail. Vous aurez d'ailleurs probablement des effets d'aubaine. Évidemment. Vous aurez un double effet d'aubaine. Vous avez des gens qui vont dire, bah, moi, je vais rester en télétravail juillet-août. Pas mal. C'est un bon mois. Parce que c'est vrai. c'est Et pas d'autres mal. qui vont dire, bah, je ne vais pas y aller une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont bien finir par me virer à la fin. Et il y a Avec aussi- les ouais, c'est indemnités ça. qui vont avec, et ça m'arrange, comme toi, j'ai pas besoin de négocier mon licenciement. C'est une Mais bien sûr que si. Arrière-pensée. Mais bien sûr. Le que si. salarié Mais c'est peut-il comme ça, penser à ce c'est genre la de vie choses des entreprises. Mais je vous pose un cas de conscience, un cas concret, là, un cas de d'école. confiance. À la tête vous êtes DRH France de L'Oréal. Vous êtes face à un salarié auquel vous êtes, j'allais dire, attaché, qui correspond exactement aux compétences que vous cherchiez. Vous y tenez, vous souhaitez le garder. Il avait un plan de carrière, il allait apporter à L'Oréal. Mais ce salarié vous dit, je ne veux pas me Oui. faire vacciner. Non, mais il faut le dire. Non, mais Vous le licenciez. Moi, je peux pas prendre sur ce plateau des engagements pour L'Oréal. Non, mais On est tellement en tant que nombreux DRH. Mais la question, c'est que dit la loi? Vous savez, moi, comme DRH, j'ai toujours été convaincu que
le pire des sentiments dans l'entreprise, c'est l'inéquité. Si je commence à accepter que quelqu'un, parce qu'il est bon, parce qu'il a de la compétence, parce qu'il est important pour l'entreprise, lui, il a le droit de rentrer, parce qu'il n'est pas, et l'autre pas, ça s'appelle de l'inéquité, c'est le sentiment le plus dévastateur. Et puis en plus, d'abord, je suis juridiquement affaibli, et ça, c'est pas mon truc. Et la deuxième chose, c'est que c'est inéquitable. Non, je pense qu'il faut respecter une règle. Sincèrement, on est dans un, quoi qu'on en dise depuis quelques jours sur les plateaux de télévision, on est encore un peu dans un régime démocratique. Le président de la République a annoncé quelque chose. Il y a un projet de loi qui est présenté au Premier ministre, au Conseil des ministres le 19 juillet. Ça présente au Parlement le 21. En France, on a un Parlement, les gens vont voter, ça sera applicable et terminé. Voilà, mais comme on le fait depuis 1 an et demi, le seul point sur le télétravail, c'est que moi, je me demande à quel moment un nouveau protocole sanitaire va apparaître, qui nous impose, comme on l'a fait par le passé, parce que ça serait logique, c'est une 4e vague, le télétravail massif, vous connaissez le débat qu'il y a eu. Or, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On est en train de mettre en œuvre les 20 000 accords de télétravail depuis le 30 juin, puisqu'on n'a plus de jauge. Et donc là, ça serait une sorte de retour en arrière, ce qui, sur un plan managérial et opérationnel, ça va être un peu compliqué, parce que là, on essaye de s'organiser. Benoît Serre, vous faites la bascule, mais sur cette question du télétravail, dans les 10 jours où on dit à la personne, vous êtes confiné parce que, attention, on a mal fait ça pendant ces 18 mois, on n'a pas vraiment contrôlé tout cela, là, visiblement, les choses vont être plus rigoureuses, on dit à la personne, tu seras en télétravail, tu pourras continuer à travailler sans aucun problème. Cette question du télétravail, elle est derrière nous, parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau ou en off, en smart talk, comme on dit, qui vous disent, moi, la première chose que j'ai faite, c'est de demander à tous mes salariés de revenir sur site. Et hors de question qu'il y ait la moindre négociation, on revient, puis on négocie éventuellement des jours de télétravail. Vous les avez, ces employeurs face à vous qui vous le disent? Écoutez, c'est simple. C'est un réflexe. On a tout. On a toutes les attitudes possibles et inimaginables sur un spectre qui va de celui-ci, c'est-à-dire maintenant on rigole plus. C'est ça. Et on oublie cette funeste période qu'on a traversée. Donc on vient bosser comme d'hab, normal. Et à l'inverse, d'autres qui, à l'extrême, disent non, mais finalement on a bien réfléchi, c'est pas mal cette affaire, on va plier la moitié ou les 3 quarts. Et donc entre ces deux attitudes, dont la première, typiquement, et c'est intéressant, est tenue par les JP Morgan de Wall Street, c'est assez marrant, qui en dit moi vivant, je veux dire tout le monde sous le nez, c'est ça, tout le monde au bureau. Et à l'inverse, de l'autre côté, un certain nombre évidemment d'entreprises techno qui disent non, moi c'est terminé, je ferme tout, et puis vous faites les Twitter, etc. Vous travaillez toute votre vie si vous voulez sans que je vous voie plus jamais. Donc voilà. Et alors maintenant qu'on en est là, où est la vérité vraie? Elle est dans le ventre mou entre ces deux extrêmes. Et à la vérité, moi ce que je pense en tant que, j'allais dire, praticien, c'est-à-dire à la fois en vigie, mais en même temps pas tellement concerné, à la différence de mon ami Benoît, qui eux, sont placés dans un vrai sujet complexe, c'est que dans le fond, la question, on n'a pas la réponse encore. C'est-à-dire que je pense que le jury délibère. C'est ça. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti du télétravail massif forcé. On en est sorti. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure, à la vérité, modulo les fameux 10 jours, etc. Mais au-delà de ça, de la suite des événements, on n'en est pas encore complètement sorti. Et je pense qu'il y a quand même un temps de prise en considération de la situation telle qu'elle en résulte. Je rappelle un tout petit point qui est important pour notre débat, c'est que le télétravail est un mode d'organisation du travail, c'est-à-dire du management qui est donc, j'allais dire, très éloigné de considérations juridiques en soi. Enfin, je veux dire, c'est un problème de management. Exactement, et des interactions. À l'inverse, ça n'est donc pas un statut. On n'est pas télétravailleur comme on est indépendant ou comme on est salarié ou au CDD. C'est pas dans le code du travail, on est d'accord. Non, c'est pas ça la question. C'est que si, bien sûr, c'est dans le code du travail, mais il n'y a pas... Il y a 3 articles, le 12, peu importe les numéros, c'est pas intéressant, mais il y a 3 articles qui régissent cette faculté offerte à l'entreprise de mettre en place. Mais ça n'est pas un statut. Donc dès lors que ce n'est pas un statut, il n'y a pas de revendication à en être ou à pas en être. C'est-à-dire que c'est une question intime à qui? À l'entreprise. Benoît Serre. Alors sur le télétravail, c'est vrai que si on veut que cette alternative à l'organisation du travail dure dans le temps, parce qu'elle présente un certain nombre de qualités, il faut le reconnaître. Elle va durer, selon vous d'ailleurs? Elle va durer si on laisse les entreprises s'organiser, prendre le temps qu'il faut pour le faire. Parce que là, on est entré dans une nouvelle phase. On a eu le télétravail forcé, subi. Il faut reconnaître que les gens ont plutôt adhéré au truc. Il y a eu quelques cas, ça s'est mal passé, mais globalement, c'est plutôt sympa. Donc, et les gens travaillent. La productivité ne bouge pas, tout simplement, parce que ceux qui font rien au bureau font rien chez eux, et ceux qui travaillent au bureau travaillent chez eux. Donc, de toute façon, il n'y a pas de débat. Non, mais c'est vrai. C'est bien de l'entendre ça. Non, mais c'est un faux débat. Donc, la productivité ne bouge pas. Mais là, on le sait depuis des années, ça. Donc, aujourd'hui, le télétravail est en train de s'installer sous un certain nombre de conditions.
Alors, quelques entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait des choix d'accords sociaux, même si c'est pas obligatoire à ce jour. Ouais. La deuxième chose, ouais. c'est que en moyenne, on est à 2 jours, mais ça, on sait depuis longtemps, puisque, si vous vous souvenez, j'étais venu en parler ici, je crois, en juin 2020, C'est vrai. il y a eu une étude à NDRH BCG qui montrait que tout le monde voulait 2 jours max, parce que quand vous êtes à 3 jours, vous changez de monde, hein, vous êtes plus souvent chez vous. C'est vrai. Donc, deuxième considération, le nombre l'hybride. de jours. Alors, troisième considération, qui est le choix qu'a fait L'Oréal, en l'occurrence, c'est le double volontariat. C'est-à-dire qu'à la fois, le salarié est volontaire, mais son manager est d'accord. Parce que ça correspond à une organisation Exactement, parce qui- que vous avez quand même, C'est une condition vous légale. avez quand même, oui, mais même, Le vous avez rapport au quand même la collectif. nécessité Bah oui. que le collectif prime sur l'individuel, Bien sûr. grand 1, et que grand 2, l'activité prime quand même sur le confort personnel. Bien sûr. Bien Ça, sûr. c'est quand même une C'est deuxième très une autre important. condition. Et puis, le troisième chose qui va arriver, peut-être pas tout de suite, mais à mon avis assez vite, c'est qu'il va falloir résoudre le problème, j'en parlais tout à l'heure, d'inéquité de traitement entre celui qui Ouais. peut et celui qui peut Et pas. celui qui n'a pas, qui a un métier où il doit Et venir. oui, c'est quand même pas la même chose. Et quand j'entends tous les débats sur le fait qu'il faut indemniser le télétravail, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas indemniser ceux qui n'y ont pas accès, Oui. finalement C'est C'est vrai. peut-être le mauvais débat. Et puis, le dernier point, C'est une bonne question. le dernier point là-dessus, c'est que, de toute façon, si on va trop loin, si on va méthode Twitter, Ouais. je vous fiche mon billet qu'un jour, vous aurez, Il y a comme plus on a eu, d'engagement. comme un grand patron disait il y a 20 ans, il faut des entreprises sans usine. Sans usine, Bientôt, ouais. vous aurez des entreprises sans gens. Ouais. Donc c'est Et plus donc, une c'est fini. entreprise. Vous aurez une espèce de système de mondialisation des compétences, puisque quand vous recrutez, vous faites un croisement entre la compétence et le coût. Eh ben, le modèle social français, le modèle social européen de l'Ouest, globalement, on sait que c'est pas le meilleur coût. Eh oui. Donc ça va. Donc il faut pas s'engager dans le truc avec naïveté en pensant que ça va être formidable et que c'est open bar pour tout le monde. Et c'est la définition dans les entreprises, dans les intentions. Mais la Le double. collectif prime, de l'activité, et puis après on regarde. Maintenant, qu'on le favorise, L'Oréal a fait un accord jusqu'à 2 jours. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que je trouve qu'il y a une ambiance, et je termine là-dessus, Ouais, la dynamique. une sorte d'injonction au télétravail. Ouais. Comme si celui qui dirait, mais moi, mon activité est télétravaillable seulement, ça ne m'intéresse pas, je préfère aller au bureau. Alors, on le pointe du doigt. Alors lui, on dit, mais comment ça, mais t'es un ringard? Mais pas du tout, c'est une injonction. Ouais. C'est un phénomène assez urbain. Mais- Quand vous mettez 10 minutes pour aller à votre boulot et vous pouvez rentrer déjeuner chez vous, le télétravail est beaucoup moins intéressant quand même. Ça, je suis d'accord. C'est les temps Voilà. de C'est un transport peu, qui est posé. c'est un peu la version travail de la Startup Nation. C'est ça. Il y a un moment où... C'est Twitter. Et Madame Barbara, mais- une nouvelle lutte des classes, non plus. Alors, justement, Parce qu'il y a une lutte des classes là qui va se entre Non, le enfin, lutte des télétravailleur classes- et- Peut-être Bon, pas. lutte des classes, Le je col ne sais blanc, pas, le col bleu. mais ce que vient révéler ici le point de vue fort pertinent de Benoît, c'est qu'en fait, on est rentré dans l'ère de l'ultra-individualisation. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je prenne en considération les cadres ou les cadres, je sais pas, c'est les cadres de un tel, bureau, un tel, un tel. ou, mais c'est Dupont, Durand, etc. Exact. Et Dupont, Durand, dans la même catégorie, n'a pas les mêmes attentes, n'est pas au même niveau, n'a Casse-tête pas les pour mêmes les familles, DRH, etc. d'ailleurs. Mais alors, oui, mais ça re-questionne de manière très fondamentale. Alors, tu évoquais la problématique du contrat et j'allais dire, de l'appartenance et du modèle tel qu'on l'avait bâti à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais la réalité, c'est que particulièrement en France, et c'est une question là pour le coup culturelle, on adore classer. Nous sommes des ingénieurs, nous adorons classer coefficients, catégories, oui, j'en oui, passe, grande convention Ouais, c'est vrai, collective. c'est vrai. Et c'est très complexe hein, quand on y. Cadre, non cadre. Mais non, mais cadre, non cadre, c'est déjà fastoche. Mais alors après, on oui, a oui, les facéties, les catégories, etc. Et puis ça ne plaisante pas sur le sujet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette approche qui fait que, alors est-ce qu'on fait du télétravail ou pas, et comment, et qui, et pourquoi, etc., est un élément extrêmement perturbateur de notre système où on avait instauré des normes et mieux que ça, des catégories dans l'entreprise qui sont Tout ça, ça extrêmement les fait figées. voler en éclats. Sans Un le peu. dire, il faut le dire à personne parce qu'encore une fois, ça attise l'anxiété, etc. Mais la réalité, c'est Bah que ouais. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, catégorie 4, machin, dont la définition de poste est Non, d'être capable de faire ci ou ça. Je veux dire, la question Donc de il y a savoir une obligation de réécriture finalement. alors, de réécriture ou de vivre avec, c'est-à-dire d'accepter que nous sommes dans un univers qui, en fait, s'horizontalise, pardon C'est pour ça. le terme bizarre, qui donc s'éloigne de la figure à la fois de l'usine et de la verticalité Et du des vertical. bureaux, Bah, bien sûr, bien sûr. les bureaux de la défense, etc., avec chef, sous-chef, etc. Nous sommes en train de tâtonner, nous autres, particulièrement. Et c'est un siècle qui va davantage, je parle du 21e, à des cultures ou des mentalités plus communautaire, plus horizontale. habitués au réseau. Ouais, Vous voyez, plus exact. habitués au réseau. C'est ça. Nous, le réseau, on est défiant. Enfin, nous, notre problème, c'est la défiance. Quoi. Oui, oui. Moi, Bien mon sûr. chef, mon sous-chef, etc., j'ai besoin de les toucher pour m'assurer que... Il fait bien son job, il est bien là. oui, quand même. Quand même, moi, Et le chef. cela dit, les entreprises savent c'est vous. Non, mais néanmoins c'est- je précise, qu'il y a les hein. types Ouais, qui ouais, ne sont pas... C'est vous, même Barbara. Mais J'espère bien. Non, mais je pense qu'il y a un sujet sur l'individualisation. C'est un mouvement. L'individualisation de la relation employeur-salarié, elle est déjà engagée depuis longtemps, mais surtout accélérée. elle est accélérée par cette crise et par un autre phénomène, qui est que dans votre vie privée,
entre les Facebook, les machins, vous êtes très individualisé. En fait, on vous pousse ce que vous avez envie de voir, on vous pousse ce que vous avez envie d'entendre, etc. Donc les gens sont habitués à avoir une espèce de service à la personne. Sur mesure. On prend une formule Du coup, ils disent, mais pourquoi l'entreprise ne fait pas comme ça pour moi aussi? Exactement. Et ça pose plein de problèmes vrai, parce que votre système de santé, il est pensé en protection sociale collective, puisqu'il est mutualisé. En fonction de moi. Et à un moment, pendant la crise, on nous a dit, alors il faut protéger les vulnérables, différemment des non vulnérables, différemment des jeunes, différemment des vieux, différemment des ceci, cela. Si demain on se retrouvait comme des RH à devoir gérer une somme non seulement de catégories, mais également d'individus qui ont toutes une situation différente, ça va devenir un casse-tête absolument épouvantable. Et la notion de collectif va disparaître assez fortement. Et ça va poser la question de l'existence même de mon point de vue de l'entreprise. Et le deuxième sujet, la version très présentéiste, très hiérarchisée du management à la française. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que vous avez encore des gens aujourd'hui qui vous disent, moi je suis chef quand j'ai des gens autour de moi. Quand ils sont pas autour de moi, en fait je suis pas chef. C'était ma première question. C'était ma question. Bon voilà, donc, mais on va avancer. Mais je pense que c'est une transformation. On a dit transformation orga du travail, puis société du travail. En fait, je pense qu'il serait une transformation de la société. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se fasse en 3 mois. Elle va se faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que tu vois, il y a des jeunes gens, je pense qu'il y a des jeunes gens qui n'ont pas connu, enfin qui ne connaissent pas, parce qu'ils ont commencé à bosser là, l'idée de métro boulot dodo, c'est-à-dire les 3 temps, disons les 2 temps métro boulot. On va embauchés pendant le Covid, ils n'ont pas connu. Ils voient pas. Donc soudainement, on leur dit, bon, tu vas rire, mais en fait, il s'agit d'aller sur un lieu de travail distinct de ton lieu de vie. Mais de quoi De quoi vous me parlez? Mais pourquoi ça marche pas bien? Je fais pas mon boulot, etc. Exact. Mais si, mais en fait, le rituel, la liturgie fait que nous avons bâti un monde dans lequel on a séparé le lieu de travail. Et en fait, c'est intéressant parce que historiquement, quand je dis historiquement, c'est-à-dire le XVIe siècle jusqu'à samedi en 8, on a inventé, au gré des révolutions industrielles et à raison de l'usage des grosses machines, l'idée de travailler sur un lieu distinct. Mais c'est récent. Mais bien sûr. C'est très récent. Mais bien sûr. Les artisans, etc. Et ça pose aussi le travail des femmes. Enfin bon, l'atelier était, la maison était au-dessus. Exactement. Mais évidemment. Et donc, du coup, est-ce que c'est une parenthèse? Voilà. Le mot de la fin sera donné par Benoît Serre. Un voilà qui nous close débat. Je voulais juste lui demander en 10 secondes, parce qu'on va être très en retard, la NDRH est consultée par le ministère du Travail, j'imagine. On passe beaucoup de temps avec parce que vous êtes la tête dans le guidon. Pour donner notre avis, dire comment les DRH réagissent, puis après, le gouvernement prend sa responsabilité. Voilà. Emmanuelle Barbara, merci, avocate associée en droit du travail et cabinet Auguste Debouzy. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à Benoît Serre. Malgré votre emploi du temps, vice-président de la NDRH et DRH de L'Oréal France. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette émission parce que on va en savoir plus dans quelques heures, dans quelques jours, pour savoir ce qui va se passer réellement pour nos entreprises. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est un concept bullshit, la bienveillance? Peut-être. Julien Morisson nous en parle. Il est là, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec le retour de Julien Morisson sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir, Julien. Merci d'être là. Vous êtes consultant à la tête de votre entreprise. D'agent. Toujours. Exactement. Je l'ai bien dit. Hein. Parfait. Les agents, mais pas les agents de joueurs de foot, puisqu'on a fait l'émission foot, mais des agents des cadres. Vous les accompagnez. Exactement. Et ça, c'est un concept novateur, faut-il le rappeler. Vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui de la bienveillance. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On en a même fait des débats. J'ai eu le sentiment, évidemment, j'ai un petit peu vu ce que vous alliez me dire, que vous n'étiez pas totalement emballé par le concept. Disons qu'on en parle effectivement beaucoup. Je dirais que ce terme, il est un peu galvaudé. C'est une des principales requêtes qu'on voit sur Google. C'est 10 fois plus recherché que le terme d'honnêteté. Enfin, il y en a un peu plein la bouche. Alors, on y va de la politique bienveillante, de l'éducation bienveillante, de la RH bienveillante. Tout le monde le rajoute un peu en fin de phrase, comme ça c'est un peu chic, et puis ça permet surtout, quand on n'a pas d'argument, parfois de terminer en disant vous ne faites pas preuve de bienveillance. Et c'est ça qui m'agace un peu depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. C'est quoi la bienveillance? C'est quoi la définition? Si on doit en donner une. À la base, c'est finalement la manière d'écouter l'autre avec mansuétude et de l'écouter surtout dans toute sa singularité et toute sa spécificité. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre, présenté comme ça. On a envie de dire, oui, tout le monde a envie d'être bienveillant. En fait, ce que je regrette davantage, c'est que l'entreprise, elle est un peu théorisée, vous savez, avec l'éducation positive, avec beaucoup la linéarité, plus d'hiérarchie, plus de réunions, plus de notes, tout le monde se vaut, tout le monde est équivalent. Et du coup, c'est finalement quelque chose qui est rentré un peu dans les débats. Et ça vient surtout des startups. Ça vient surtout des années 2010, finalement, ces notions de bienveillance qui permettaient aux personnes de dire, en mettant en place toute une série aussi de termes, de mots, on va un peu mettre les gens en situation de réussite. Et donc, c'est difficile d'aller contre cette doxa.
Sauf qu'en réalité, quand on creuse un peu la manière dont ça a été pensé, c'est aussi une manière parfois d'être un peu laxiste et de ne pas donner une réalité qui est parfois un peu moins cotonneuse ou un peu moins rose layette, comme j'ai pu le lire dans certains papiers. Alors vous nous dites, Julien, que comme on nivelle, non pas par le bas, mais que finalement on est doux, on ne met pas de notes, on ne heurte pas, on ne pousse pas non plus l'individu vers le haut, quoi. Alors, non, je ne sais pas. C'est un peu le sujet, c'est-à-dire que vous voyez qu'assez rapidement, la notion d'exigence ou la notion de travail, de performance, elle se heurte foncièrement à ça, puisqu'on considère que chaque personne a des spécificités, a des singularités, et qu'il faut qu'à chaque fois, d'ailleurs le débat le démontre un peu tout à l'heure, il va falloir tenir compte de chacune des spécificités personnelles. Oui. Et ça va quand même être très compliqué. On le voit déjà dans l'éducation nationale. C'est pas pour rien que dans les classements, on baisse d'année en année et que les professeurs, notamment, s'en plaignent de cette situation-là, puisqu'à un moment donné, il faut que chacun puisse lire et écrire. Et ça doit être ça l'exigence. C'est ce minimum-là qui doit être, commun. Voilà, ça doit être un tronc commun qui doit être mis en place. Or, la manière dont le bienveillance a été mis en place, ça vient annihiler ce que c'est même l'entreprise. Et je dirais que c'est là où moi je me porte un peu en faux. C'est qu'une entreprise, c'est avant tout une entité qui doit réaliser des résultats, qui doit vendre, qui doit faire de la performance. Or, quand on présente l'entreprise comme étant finalement une entité bienveillante, dont la finalité revient simplement à mettre en place une politique RSE, une compliance et viser l'inclusion, ce n'est plus l'entreprise en fait dont on parle. On parle d'un monde un peu imaginaire, mais qui n'existe pas. Du coup, vous arrivez à une situation, beaucoup de gens maintenant 30 ans, alors vous voyez beaucoup déferler, notamment sur l'émotionnel, à 30 ans, je claque tout, je me reconvertis, je change. C'est vrai. Et vous avez des gens à 30 ans qui ont fait 4 entreprises et qui se disent, mais en fait, j'ai toujours un peu la même chose. Ben, oui, parce qu'à un moment donné, l'entreprise, elle a des résultats, il faut qu'elle atteigne des chiffres, il faut qu'elle séduise les clients. Elle a ses exigences propres. Bien sûr. Mais vous dites quoi, que l'espèce de bienveillance accompagnée de tous les concepts qui vont avec la RSE, sont en train de prendre le pouvoir sur la fonction première de l'entreprise ? Je dis que la manière de présenter l'entreprise, ça qui me dérange, elle est très instagrammable. On l'a présentée d'une manière où les valeurs, c'est tout. Quelque part, la mission, c'est tout. Et l'entreprise, finalement, qu'elle vende, oui, mais c'est accessoire. Et en fait, ce qui compte, c'est que tu sois bien. Ce qui compte, c'est que tu sois bien et surtout qu'on le mette bien en scène. C'est très serviciel, en fait. Oui, alors déjà, mais on le voit actuellement, c'est l'individualisation, la surindividualisation de l'entreprise, que certains d'ailleurs commencent à dire, ça devient on est des consommateurs de l'entreprise, qui est un mode finalement très américain, et pourquoi pas, après tout. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est que c'est aussi une manière de ne plus aborder les problèmes. Donc le licenciement devient un licenciement bienveillant, une sanction devient une sanction qui n'est pas bienveillante. Oui, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi dire les choses, et que souvent, on va à la facilité, et qu'il y a un décalage entre ce qu'on présente de l'entreprise et la réalité. Vous avez toute une partie de gens qui choquent. Bah, bien sûr. Et j'ai changé avec quelqu'un, c'était assez rigolo, mais elle avait 30 ans, elle ne savait pas si elle allait se remettre à travailler, puisque en fait, elle avait essuyé plusieurs entreprises au sein desquelles elle était, et qu'elle disait c'est un conflit de valeurs. Et elle citait comme exemple une de ses copines, et je disais, là on va jusqu'au bout, qui elle s'était engagée dans l'ordre des Carmélites depuis maintenant plusieurs années, parce que justement c'est en adéquation avec ses valeurs. Et en fait, j'ai trouvé assez cohérente sa copine, parce que quelque part, quand l'alpha et l'oméga, ce sont vos valeurs, oui, dans un ordre religieux, vous les retrouvez foncièrement. Mais elle est allée au bout de l'histoire. Elle est allée jusqu'au bout de l'histoire. Et je l'ai trouvé assez logique en soi. Mais par contre, elle, à 30 ans, elle se pose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle se posait la question de savoir si elle allait retravailler à 30 ans. Moi, ça m'interroge parce qu'elle dit, mais finalement, moi, ça manque de bienveillance, ça manque de respect de valeur, ça manque de respect de sens. Mais en fait, l'entreprise, elle se présente sous un angle qu'elle ne peut pas avoir. Et hier, je regardais un reportage, je crois que c'était sur Tony Parker, et qui disait que finalement, dans le sport, il dit ce qui moi permis d'être un des meilleurs, c'est le travail et le mental. Je pense que l'entreprise, c'est aussi un peu ça. Qu'est-ce qui va vous permettre de sortir du lot ? C'est le travail, c'est la performance. Si tout le monde se vaut, si tout le monde est bon, personne ne l'est. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et la boîte coule. Tout à fait. Et les meilleurs talents partent. Parce que quand vous sollicitez toujours les mêmes, pour solliciter un peu de bienveillance, et qui est un moyen aussi, pour dire, qui est un moyen équilibré, et puis surtout, ça permet parfois aussi de faire preuve de laxisme. Vous avez des managers qui vont dire, je suis bienveillant. Quand vous creusez, c'est dire, ok, donc tu ne dis pas les choses. Je veux pas de guerre. Je ne veux pas de guerre. Pas de conflit. Et puis, je ne veux surtout pas me faire mal voir. Or, dans un monde où on est jugé continuellement, on préfère sortir avec le beau rôle. Et c'est pour ça que ce concept de bienveillance, pour moi, on arrive un peu à la situation extrême, qui devient un peu négative, alors qu'à la base, ça ne l'était pas. Juste pour conclure, parce que je partage votre opinion, parce que ce sont des débats qu'on a sur ce plateau. On l'a mis en avant, ce concept d'ailleurs de bienveillance. Je crois que vous y aviez participé, me semble-t-il. Pourquoi il est difficile d'avoir un avis critique sur ce concept ? Parce que finalement, pour boucler la boucle, on est un peu réac quand on critique la bienveillance, c'est ça ? Bienveillance, c'est le camp du bien. Versus malveillance, le camp du mal. Et vous avez envie dans quel camp ? Vous, le camp du bien ou le camp du mal ? Actuellement, dans un monde hyper polarisé, sur tous les débats, vous avez envie d'être dans le camp le plus sympathique. Et c'est la raison pour laquelle c'est très compliqué. Alors, il y a l'indifférence, mais l'indifférence, on voit que c'est quand même un peu négative. Et donc, vous avez envie d'être dans ce camp du bien, dans lequel, finalement,
tout le monde est assez formidable et quand vous l'êtes pas, vous l'êtes quand même un petit peu et tout le monde a des vraies compétences. Tout le monde il est beau, tout le monde il est C'est un peu gentil. ça. Et, oui, Or, le monde actuellement, il n'est pas comme ça. Et je pense que quand on joue à un jeu, il faut connaître les règles du jeu et après on peut se jouer. Mais si on joue à un jeu dans lequel on ne connaît pas les règles et qu'on dit juste ah ben non, faites preuve de bienveillance parce que je ne connais pas les règles du poker, mais faites comme si j'avais gagné, bah, ça ne peut pas marcher. Merci. Julien, je vais essayer d'être le plus bienveillant possible, mais rigoureux aussi, hein, évidemment. Julien, merci. Julien Morisson d'être venu sur notre plateau. C'est un vrai plaisir. Fondateur du cabinet BI, des agents qui accompagnent les cadres. Vous étiez venu nous en parler. Attention, il ne faut pas agacer Julien quand on lui parle de bienveillance. L'émission est terminée. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Pauline Gratel, bien sûr. Merci à notre ami réalisateur Romain Luc. Et puis merci à Alex au son. Et puis merci à Emma pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir d'être avec vous en direct. Je serai là demain, bien entendu, pour notre émission avec les experts de Smart Job. L'actualité est riche. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.